Digital Congo FM. La radio Digital Congo vous propose l'émission Limitless, produit par True Africa. Digital Congo FM. Bonjour, c'est Claude Grunitzky et je vous présente Limitless. Limitless est un podcast produit par True Africa qui pose les questions qui comptent pour l'Afrique. Nous cherchons des solutions africaines aux problèmes africains. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Sinfire. Dans cet épisode, nous discutons de la guerre et de la paix. La Russie a ses propres intérêts, l'Occident aussi, mais ils n'arrivent pas à se réunir et trouver un commun accord. Et c'est pourquoi le monde se trouve actuellement dans une impasse. Je pense que c'était un grand moment quand l'Afrique du Sud a décidé de tout simplement se rendre à la Cour internationale pour accuser Israël de génocide. Mais le fait que l'initiative soit venue d'un pays de notre continent africain, c'est conséquent. 2 mois après le début de la guerre, nous avons été approchés par une institution du gouvernement ukrainien. Ils nous ont dit qu'ils cherchaient une institution qui puisse partager des compétences pour soutenir les femmes et les enfants souffrant du conflit. De nombreuses guerres ont été menées sur le sol africain. Cependant, cela signifie également que les Africains ont quelque chose à dire sur la résolution de conflits. À un moment où les conflits semblent être omniprésents, je voulais mettre en lumière 3 approches à la paix. Dans cet épisode, nous plongerons dans l'histoire de l'Afrique pour découvrir des exemples de résolution de conflits, de médiation et de construction de la paix. Cela pourrait nous offrir des perspectives précieuses pour les situations actuelles à Gaza et en Ukraine. Nous parlerons avec des experts, des chercheurs et des acteurs de terrain pour comprendre comment les méthodes africaines de résolution de conflits pourraient être adaptées et mises en œuvre dans ces contextes complexes. Rejoignez-nous pour explorer comment l'expérience de l'Afrique peut éclairer le chemin vers la paix dans des régions du monde qui sont déchirées par la violence et les tensions. Tout d'abord, je voulais aborder cette question de manière plus générale et adopter une approche philosophique. J'ai échangé avec Souleymane Bachir Diagne. Il est l'un des principaux spécialistes de la philosophie islamique et africaine. Il est également professeur à l'Université de Columbia à New York. Je lui ai demandé ce que la philosophie sud-africaine de l'Ubuntu peut nous apprendre sur la construction de la paix. Pensez-vous que les dirigeants des 2 côtés, en Israël et au Hamas, peuvent apprendre du processus africain de vérité et de réconciliation? Je pense que oui, et surtout du concept d'Ubuntu que l'Afrique du Sud a construit comme concept philosophique, éthique et légal de justice réparatrice. L'idée de justice réparatrice et de justice de transition, l'idée qu'à un moment, la seule bonne réponse face à la tragédie, aux atrocités, est de se préparer à un monde meilleur, de voir la situation comme si elle avait déjà été réglée, de voir quelle est la meilleure façon d'avancer. C'était très important en Afrique du Sud, pendant et après l'apartheid, et c'est vraiment une leçon d'humanité que l'Afrique du Sud, de Desmond Tutu et de Nelson Mandela, a donné au reste du monde. Et je pense qu'avec le niveau d'atrocité actuel, le seul mot qu'on peut utiliser, étant donné la situation, étant donné le niveau de souffrance et étant donné la nature tribale de cette guerre, le seul moyen d'avancer est précisément de puiser dans l'humanisme de l'Ubuntu, dans la sagesse de l'Ubuntu. Et maintenant, que dire du Rwanda? Comment a-t-il évolué depuis la guerre civile de 1994, qui a fait plus d'1 demi-million de morts? En 1994, vous avez des voisins qui ont tué des voisins qui ont vu des voisins tuer leurs proches. Et même dans une situation pareille, un génocide, un massacre, ils ont pu essayer d'avancer, d'utiliser l'Ubuntu, de pardonner. Et pourquoi ne pas nous projeter dans un futur de paix? Et de toute évidence, dans ce futur, il faut que le peuple palestinien et les Israéliens aient chacun leur propre État. Eux soient des citoyens à part entière et non des personnes colonisées, par exemple. Visualisons cela et voyons toutes ces bonnes actions qui nous permettront d'y arriver. C'est la sagesse de l'Ubuntu. Décider qu'à un moment, les actions qu'on doit accomplir aujourd'hui doivent être dictées par le futur dont on a besoin pour avancer, plutôt que par le passé. Parce que sinon, le passé se répétera. Mais souvenons-nous que le dernier génocide du XXe siècle
qui s'est déroulé sur le continent africain a eu lieu au Rwanda. Vous avez mentionné la division entre Israël et la Palestine, ou entre Israéliens et Palestiniens. Mais croyez-vous également qu'il existe une division entre Juifs et musulmans? Vous avez quand même beaucoup écrit sur l'histoire et la philosophie de l'islam. Mais historiquement, y a-t-il toujours eu une division? Et dans certains cas, je peux même parler de haine entre Juifs et musulmans. Concernant cette haine envers les Juifs, rappelons-nous que les pogroms et l'Holocauste ont eu lieu en Europe. Rappelons-nous aussi de quelques exemples historiques. Si on prend l'exemple de ce qu'on appelle Reconquista de l'Andalousie, les musulmans ont été chassés avec les Juifs qui vivaient en Andalousie. L'histoire nous montre donc que les Juifs et les musulmans ont vécu ensemble. Ils ont vécu ensemble dans le nord de l'Afrique. Cela n'a pas toujours été merveilleux, mais cela ne s'est jamais passé comme en Europe. Il faut notamment éviter d'analyser ce qui se passe en Israël-Palestine de façon simpliste et religieuse. Ce qui se passe en Israël-Palestine est une question de terre, de citoyenneté et de droit. Alors, si on en fait un conflit cosmique entre religions juives d'un côté et religion musulmane de l'autre, nous passons à côté du sujet et nous ne pourrons pas les réconcilier parce qu'on ne peut pas réconcilier des visions métaphysiques différentes. Et quand bien même ce serait possible, n'oublions pas qu'il ne s'agit pas d'une guerre de religion. C'est surtout une guerre autour d'une terre qui doit être partagée en deux peuples différents. Joseph Nkurunziza est médecin et PDG de Never Again Rwanda. C'est une ONG de construction de la paix qui travaille dans 22 des 30 districts du pays. Il m'a parlé de Never Again Rwanda et du travail minutieux que cette ONG accomplit pour rapprocher une société divisée. Comment pensez-vous que l'exemple du Rwanda puisse aider les régions déchirées par les conflits? Je pense spécifiquement à Gaza et même à l'Ukraine. En tant qu'institution, à 4 piliers, le premier, c'est la consolidation de la paix. Dans le cadre de ce programme, nous avons mis en place des safe spaces ou espaces sécurisants, des groupes de femmes et d'hommes qui se rencontrent chaque mois pour parler de leur passé. Ces espaces permettent aussi d'instaurer de la confiance. Quand les citoyens se rencontrent et dialoguent, ils finissent par développer de la confiance entre eux. Une fois la confiance instaurée, les gens peuvent travailler ensemble. Comme vous le savez peut-être, dans le contexte africain, les gens unissent leurs forces dans le domaine de l'agriculture et proposent des activités lucratives. Si les gens ne se parlent pas, n'ont pas guéri, ne se font pas confiance, ils ne peuvent pas réussir à faire ça. Puis avec le pilier de gouvernance et des droits humains, on s'intéresse à la participation citoyenne. Pour une paix durable, l'engagement des citoyens est nécessaire. Nous avons mis en place des espaces que nous appelons des forums citoyens où ils se rencontrent et discutent des problèmes affectant leur communauté. Et quand ces problèmes sont identifiés, ils élisent eux-mêmes 3 membres de leur communauté qui rencontreront les leaders locaux pour adresser ces questions. Le troisième pilier est l'engagement de la jeunesse. Les jeunes sont majoritaires. Eux font en sorte qu'ils soient impliqués dans l'organisation, dans la gouvernance, dans la médiation des conflits. Cela demande beaucoup d'efforts. Le quatrième pilier, ce sont les recherches. Tout notre travail repose sur les preuves. C'est vraiment malheureux que nous, les êtres humains, ne tirons pas de leçons de l'histoire. Mais l'autre élément intéressant dans le système du gouvernement rwandais, c'est que tout ce qui est débattu après le génocide est issu des discussions des gens qui ont pris en compte le contexte, ont revisité les passés et observé les leçons qu'ils pouvaient tirer et les initiatives qui pouvaient être utiles pour forger le futur du pays. Et tout ça manque dans les sphères internationales. Les gens se rencontrent et discutent, mais pas des vrais problèmes. Des discussions tournent autour de leurs intérêts. Ce qui se passe à Gaza montre que le Moyen-Orient est un point focal des blocages des puissances mondiales. C'est pareil pour l'Ukraine. La Russie a ses propres intérêts, l'Occident aussi, mais ils n'arrivent pas à se réunir et trouver un commun accord. Et c'est pourquoi le monde se trouve actuellement dans une impasse.
On voit le populisme émerger dans les pays occidentaux qui prennent des décisions concernant la politique mondiale. La plus grande erreur, c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes et à ceux qui travaillent avec eux pour pouvoir évoquer des problèmes sans causer de conflit. Alors que le Rwanda tente de faire face au passé, pour d'autres pays, la violence continue dans le présent. J'ai parlé avec Victor Ochen. Il a grandi dans un camp de réfugiés au plus fort de la guerre civile en Ouganda dans les années 80 et 90. Il soutient les communautés locales encore touchées par la guerre avec son organisation AINET, le réseau des initiatives de la jeunesse africaine. Il s'efforce de donner une voix à ceux qui restent souvent inaudibles, les victimes civiles prises par les conflits. Voici notre conversation. Que pensez-vous de ce que vous avez vu? Est-ce que ce que vous avez pu accomplir en Afrique peut nous enseigner quelque chose sur la manière de faire face aux conséquences de cette guerre en Ukraine et aussi de la guerre à Gaza? Eh bien, la guerre en Ukraine a été dévastatrice pour être honnête. Commençons par l'Ukraine. 2 mois après le début de la guerre, nous avons été approchés par une institution du gouvernement ukrainien. Ils nous ont dit qu'ils cherchaient une institution qui puisse partager des compétences pour soutenir les femmes et les enfants souffrant du conflit. Et malheureusement, ces compétences existent en Afrique, car c'est ce que vit l'Afrique depuis si longtemps. Et dans de nombreuses régions différentes d'Afrique, en Afrique de l'Ouest d'où je viens, mais aussi dans d'autres pays, comme la République démocratique du Congo, le Libéria, et oui, la Sierra Leone. Mon organisation a commencé à organiser des groupes d'experts, des psychologues, des psychiatres issus de différentes régions d'Afrique. Puis nous avons organisé des formations en ligne pour des centaines de psychologues et psychiatres ukrainiens, ainsi que la formation des policiers. On s'est ensuite rendu compte que la nature des atrocités commises à l'encontre des femmes en Ukraine sont les mêmes que celles que l'on retrouve en Ouganda, au Congo et d'autres parties du continent. L'histoire est une arme puissante. Tout dépend de comment et de quand elle est utilisée. Et l'histoire la plus douloureuse se répète quand on échoue à gérer la situation. Que ce soit la guerre constante entre Israël et le Hamas, ou la guerre entre l'Ukraine et la Russie, similaire à la guerre au Soudan, au Congo, elles nous rafraîchissent la mémoire sur ce qu'on a vécu pendant des décennies dans le nord de l'Ouganda. Et c'est aussi très dur pour moi de voir des familles qui hurlent leur douleur parce que des membres de leur famille ont été enlevés. Et pire encore, ça me brise le cœur de voir des civils innocents être tués dans les 2 camps. Mais bien sûr, au final, notre expérience ayant vécu la guerre, nous savons ce que c'est qu'être bombardé. Nous savons ce que c'est qu'être déplacé. Nous savons ce que c'est d'avoir des membres de nos familles enlevés. Pour être honnête avec vous, rien ne me fait plus mal qu'un membre de sa famille qui a été enlevé. Mon propre frère a été enlevé il y a maintenant 20 ans. Et à chaque fois que je vois mon père qui a 83 ans, il n'est pas vraiment sûr qu'il reverra son fils un jour et il attend depuis 20 ans. Je pense que la patience de l'être humain est mise à rude épreuve quand un membre de sa famille est enlevé. Rien n'a de saveur, ni le convoi, ni la nourriture qu'on mange. Manger, boire, se laver, en sachant que son parent n'a peut-être pas mangé ces 3 derniers jours, qu'il est peut-être en train de pleurer ou qu'il est blessé, ce sentiment d'impuissance peut être glaçant. La rage, la douleur, l'impuissance qui consume les entrailles, le sang qui bout en soi, c'est difficile à comprendre. C'est pourquoi certains se disent que j'aurais préféré mourir. Il fait partie des 30 000 personnes qui, dans le nord de l'Ouganda, attendent le retour des membres de leur famille enlevés et ne sont jamais revenus. La guerre, c'est vraiment mauvais. Mais la guerre qui conduit à l'enlèvement de civils innocents, d'enfants, de yeux et de faibles, je crois que personne, peu importe la raison, ne devrait penser qu'il s'agit d'une bonne guerre. Alors, pour moi, le monde peut apprendre beaucoup de l'Afrique. On n'offre pas des armes. On ne peut offrir que notre expérience. Ce qu'on a vécu dans le nord de l'Ouganda se passe à Gaza, en Israël, en Ukraine. Ça me brise le cœur de voir tout ce qu'on aurait pu éviter se produire de nouveau. Merci à tous nos invités. Le progrès vers la paix est toujours possible, même lorsque la situation est sombre. Seule la vérité, le dialogue honnête et le compromis à tous les niveaux permettront de guérir les sociétés divisées. Que ce soit en Ukraine ou à Gaza, chaque situation est différente et complexe. Mais espérons que ces Africains qui forgent la paix offriront une inspiration au monde entier. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur
www.trueafrica.co/limitless. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Seenfire.